et lancer le live ici. Donc, généralement, ça prend quelques secondes. Et généralement aussi, on est là bien avant qu'ils me disent qu'on est là. Oui, ça j'ai vu aussi, ouais. Ouais. Et je crois que tu y es déjà. Oui, je crois que oui. Marqué live. Et je nous vois, c'est bon. Ah, ça y est, Donc, on est parti. on est là. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Écoute, on va recommencer ce qu'on s'est dit quelques minutes avant. Bonjour Laetitia, comment ça va? Je sais que tu n'aimes pas ça en plus quand on fait ça. Mais c'est le politiquement correct, il faut passer par là. Ben oui. Donc, bien heureuse de te recevoir sur ma page Daily Rescousse. Ça faisait un moment qu'on voulait faire un live ensemble. Donc, bienvenue, très honorée que tu sois là, mon cher ami. Aujourd'hui, on avait envie de parler un peu de la confiance. Hein? De ton côté, peut-être plus du côté du parent et de mon côté, plus du côté de l'enfant. Donc, vraiment leur donner peut-être des outils ou peut-être même des balises pour pouvoir s'orienter parce que la confiance, on le sait, on en a besoin dans toutes les sphères de notre vie. Et on n'est pas nécessairement en mesure de l'avoir dans toutes les sphères non plus de notre vie au moment où on en aurait besoin. Donc, avec nos cocos, souvent, ce que j'ai pu remarquer avec les parents que je suis auprès de mes familles en coaching, c'est que souvent, quand le parent a une moins grande confiance en ses capacités ou qu'il n'est pas certain de l'action qu'il va mettre en place, généralement, l'enfant ne le suivra pas. Il va ressentir ce fameux doute ou cette incertitude qui va l'empêcher de vouloir collaborer ou de tempérer là, avec son parent. Bonjour Laetitia, je suis content de te rencontrer ce soir. Enfin, c'est à 13h, là, il est 13h moins pas tout à fait. En fait, je veux juste répondre à ce que tu as dit. Il y a longtemps qu'on voulait parler ensemble Ouais. et il y a longtemps qu'on va travailler ensemble. On va refaire des lives ensemble, donc je pense que c'est important. Ouais. Alors, il y a des gens qui te regardent, qui te connaissent, mais il y a des gens qui te regardent sur mes communautés à moi ou sur mon site qui ne te connaissent pas. C'est vrai. Alors, avant de parler justement de cette confiance, ça serait important aussi de savoir, si tu veux me dire deux, trois mots, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te regardent pour la première fois, qui viennent de mon réseau. Oui, C'est vrai. C'est beaucoup plus solide plutôt que de partir sur ces coquilles vides qu'on voit sur Internet. Là, on ne sait même pas qui c'est. Ils ont lu un bouquin et puis ils ont la connaissance infuse. Donc, explique un petit peu ton processus. Je pense que c'est important. Oui, c'est vrai, parce que de ta communauté, c'est pas tout le monde non plus qui me connaît. Donc, à la base, j'ai été une éducatrice à l'enfance pendant près de 20 ans. Puis, par la suite, je suis allée me former en coaching familial pour devenir une coach familiale pour aider les familles qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. Je suis allée pousser mes formations. Donc, j'ai suivi ma formation pour devenir hypnologue, justement avec toi. Je suis allée me chercher également de la PNL. Donc, j'ai mon praticien PNL également et plusieurs formations connexes au niveau du cerveau, la neurologie, des techniques d'impact avec Dany Beaulieu, des techniques aussi au niveau le Brain Gym. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui connaissent le Brain Gym dans ta communauté. J'adore travailler avec le Brain Gym parce que c'est tout en mouvement. Et ça permet aussi d'aller vraiment apaiser le petit système nerveux et apaiser tout le corps chez nos enfants pour leur permettre d'être disponibles. Ouais. Outre ça, je suis conférencière, je suis formatrice, je crée des formations en ligne, autant pour les intervenants que pour les parents. Je suis enseignante également à l'AEC en éducation à l'enfance, donc j'enseigne un cours au CNDF, donc au campus Notre-Dame-de-Foix, l'enfant et ses besoins particuliers. Puis, j'ai monté diverses formations là, parents-enfants qui peuvent suivre dans les différentes villes ou aller se procurer également sur mon site web lrcoachingfamilial.ca. J'écris beaucoup de textes aussi j'en écrivais aussi pour Brain Gym Tonic et là maintenant je me concentre le plus pour Laetitia Adam, de nourrir en fait mon blog que j'ai. Donc ça fait pas mal le tour, je pense. Ouais, c'est un beau processus. Donc, elle a 24 ans aussi, il faut que vous le sachiez. Non. Merci, c'est gentil. En fait, j'ai eu mes 40 ans, mais tant il y a aussi longtemps que je ne pourrais pas fêter mes 40 ans, j'ai 39 ans. Parfait. Voilà. Moi, j'en ai 34, donc c'est parfait. Je n'ai pas pu les fêter depuis, donc c'est parfait. Non, mais merci. C'est important de savoir, en fait, que derrière, il y a du travail, il y a du processus, il y a beaucoup de pratiques. Et j'insiste là-dessus. Je suis un peu en guéguerre en ce moment à cette facilité aujourd'hui de l'accompagnement où je ne sais pas quoi faire. J'aime les gens, donc je vais accompagner les gens. Je vais lire un livre et puis voilà, j'ai le processus.
on a un vrai cursus derrière, on a un vrai travail qui a été fait et des vrais apprentissages. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec toi et je te remercie de me recevoir. Merci beaucoup. Ben, j'aimerais aussi qu'à ton tour, tu puisses te présenter parce que je parle souvent de toi à mes familles, à mes parents, mais j'aimerais qu'ils puissent connaître aussi Emmanuel, que moi je connais. Donc, ton cursus, toi aussi, tes formations, puis qu'est-ce que tu fais, entre autres, avec les gens? OK, alors moi j'ai 34 ans, hein, je m'appelle Emmanuel. On va rajouter quelques années dessus. En fait, j'ai eu une première vie. Hein. J'ai été entrepreneur toute ma vie. Hein. Donc, j'ai flirté avec les étoiles dans la restauration pendant des années et des années, une trentaine d'années. Je me suis occupé sur le plancher. Je travaillais avec énormément de personnel. J'ai beaucoup dirigé. Donc, vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à m'orienter un petit peu à la culture et la sociologie, je dirais, sociale, m'intéresser aux autres. Et puis, comme j'étais très jeune, j'étais à 21 ans chef d'un restaurant étoilé Michelin. Donc, très jeune, peut-être trop jeune aujourd'hui. Je dirigeais 18 personnes. Je dirigeais des gens qui avaient 50 ans. Donc, c'est compliqué. Il faut comprendre comment pouvoir leur parler, les accompagner sans devenir peut-être dans une violence verbale ou vouloir prendre la place hein, comme un coq. Ouais. Donc, j'ai cherché beaucoup la communication, comprendre la communication, le fonctionnement du cerveau. Et on comprend, quand on a compris comment fonctionne le cerveau, on a plein d'astuces et de trucs pour pouvoir rentrer en relation, passer des suggestions et faire des inductions. Donc, je fais ça depuis l'âge de 25 ans, avec mon cursus à côté, parce que je travaillais toujours, j'ai eu 3 restaurants. Et puis, je dirais, je suis venu au Québec il y a une dizaine d'années maintenant. Quand je suis arrivé au Québec, je voulais faire que ça, accompagner les gens avec toutes mes formations que j'avais. J'ai repassé mes formations ici. Donc, je suis maître praticien en hypnose, je suis coach certifié en programmation neurolinguistique, je suis enseignant en hypnose et en PNL. J'ai mes certificats. Et puis, je m'intéresse énormément à la neurologie. Donc, pour moi, c'est mon fer de lance, hein, c'est ma base, la neurologie, la machine qu'on a entre les oreilles. Et c'est une machine, en fait, quand on a compris comment elle fonctionne et que la personne n'est pas malade, hein, attention, on ne parle pas de pathologie à partir de là ou de défaillance neurologique, eh bien, on a des solutions et on a des trucs hein, pour prouver la façon de fonctionner ou comment changer un comportement. J'ai monté une école, Cognition Academy, et puis je donne des formations, je donne des cours en communication, art de la communication, hypnose et tout ce qui va derrière. Et puis, je rencontre des gens formidables et puis avec qui on fait un petit parcours. C'est toujours intéressant aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est mon leitmotiv. Reprendre le goût de s'amuser, d'être un enfant. Donc, c'est pour ça que moi, je t'envoie les enfants, ouais. Parce que pour ma part, c'est une spécialité, l'enfance. J'aime prendre du plaisir dans ce que je fais et je suis beaucoup plus facilement en relation avec un adulte qu'avec un enfant. Et toi, les enfants, c'est une passion. Donc, voilà. Voilà ce qui fait qu'on travaille tous les deux. Oui, ben moi, c'est ça. Moi, je te réfère les adultes. Pas que je vous aime pas, mais effectivement, à un moment donné, il faut choisir aussi, elle est où notre niche, notre spécialisation. Et moi, c'est vraiment avec les enfants que j'aime me spécialiser, surtout au niveau de l'hypnose. Là, je ne parle pas du coaching parce que je travaille beaucoup plus avec le parent en coaching qu'avec l'enfant. Mais en hypnose, moi, c'est vraiment avec les enfants que j'aime travailler, en fait. Justement, tu parles d'hypnose, c'est très important. Aujourd'hui, il y a une folie sur l'hypnose. Hein. Beaucoup veulent faire de l'hypnose. Ils ne savent pas ce que c'est que l'hypnose. Moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent, ils sont en transe. Hein. Il y en a qui sont « Ah, j'ai peur, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Je vais faire la poule, je vais me mettre tout nu, je vais courir dans le couloir. » Non, on est bien loin de tout ça. Aujourd'hui, mon intérêt, ce n'est pas de former des hypnothérapeutes. Hein. Thérapeute, ça veut dire qu'on soigne. Ouais. Nous, on ne soigne pas. Hein. L'hypnologue, je vais expliquer pourquoi l'hypnologue. L'hypnologue accompagne hein, avec différentes techniques. Et l'hypnologie, en fait, c'est la science de l'hypnose. Hein. C'est vraiment hypnologie, la science de l'hypnose. Et dans la science de l'hypnose, c'est la science du sommeil. Donc, pourquoi la science du sommeil? Parce que notre cerveau va fonctionner de différentes façons, s'il est éveillé ou s'il dort, ou s'il est dans un état particulier, ce qu'on appelle la transe, que tout le monde vit absolument tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est un état cérébral qui est très particulier. Donc, on a des zones du cerveau qui sont stimulées, d'autres qui sont beaucoup moins stimulées. Et quand on va comprendre l'hypnologie, on va savoir comment absorber ou attirer l'attention de quelqu'un pour pouvoir stimuler certaines zones et faire passer des messages. Donc, c'est vraiment, dans l'hypnose, il y a les techniques d'hypnose, il y a de la PNL, pour ma part, hein, parce qu'il peut y avoir de la psychologie, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient vraiment à l'ordre des psychologues, aux psychologues, psychothérapeutes, psychiatres.
Mais on a des sciences sociales, la PNL, l'hypnose, les neurosciences, toutes les thématiques qui peuvent exister, la culture, l'anthropologie. Enfin, c'est vraiment un package. C'est vaste. Ouais, c'est très, très vaste. C'est très, très vaste. En fait, c'est d'apprendre aussi à entrer en relation avec la personne qui est devant nous, comprendre comment elle fonctionne aussi pour être en mesure de bien l'accompagner et non pas de, comme tu dis régulièrement, de ne pas mettre nos propres ressentis, notre propre vision des choses, notre propre carte du monde sur la sienne. Il faut entrer dans sa carte du monde à lui. Oui, parce que le cerveau fonctionne de cette manière, que ce soit les enfants ou les parents, on va avoir une différence après au niveau du cortex frontal, c'est l'ego, hein, c'est l'expérience en fait qui va nous permettre de juger du bien ou du mal. Mais on peut avoir deux enfants, juste deux enfants à la maison, on va les éduquer de la même manière, mais ils vont fonctionner d'une manière différente. Oui. Donc, on ne va plus pouvoir agir de la même manière avec l'un ou l'autre. À partir de là, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et le fonctionnement, c'est ce qu'on appelle les cartes cognitives. Donc, dans nos cartes cognitives, on a différentes façons de percevoir le monde. Par exemple, si je te dis c'est bleu, tu vas me dire oui, c'est bleu, parce que tu as appris que c'est bleu par rapport à la couleur, mais si ça se trouve, cette couleur, pour certains, va être rouge, ils vont l'appeler bleu. Enfin, là, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire qu'on a chacun une paire de lunettes pour percevoir le monde. Et à chaque fois, c'est comme si on regardait un film, mais différent. Donc, il faut rentrer dans le film de la personne pour pouvoir avoir les mêmes images qu'elle et la guider à voir qu'il y a beaucoup d'autres choses autour. Et c'est ce qui est très intéressant au niveau de la confiance. On va le retrouver dans les parents et au niveau des enfants. Et c'est aux parents de donner confiance aux enfants. Parce que le problème, c'est que la confiance, c'est quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, ça ne pose pas de problème. Ouais, mais c'est quand on sait qu'on ne sait pas que là, la peur arrive et la perte de confiance s'installe. Oui, puis des fois, souvent, les enfants, ils ne savent même pas pourquoi ils ont peur, mais ils ont peur. Puis, donc, l'imaginaire étant très développé, ils sont dans 100% de leur imaginaire. Donc, il faut entrer dans ce petit monde-là pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, au lieu de dire, par exemple, non, il n'y a pas de danger, il n'y en a pas de monstre. Oui, mais j'ai quand même peur. Ma peur est réellement là. Donc, souvent, d'entrer dans ce fameux monde imaginaire, nos fameuses lunettes, là, moi, j'aime bien souvent travailler avec des lunettes avec les enfants puis de leur montrer, OK, si on prend cette paire de lunettes-là, là, comment tu vois ça différemment? Qu'est-ce qui se passe? Bien là, ils vont m'expliquer qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qui se passe. OK, mais là, si on enlève là, cette vision-là puis qu'on met celle-là, ah, OK, là, tu vois ça comme ça. Donc, juste d'apporter aussi des outils avec nos cocos pour entrer en relation puis comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ça fait une belle différence aussi, là. Tu peux remettre les autres, s'il te plaît? Tu veux te payer ma tête? Non, pas du tout, non. Non? OK, je peux. Attends, OK. OK, et maintenant tu fais staying alive, staying alive. Ah, voilà, on est dans les années 70. Ouais. Alors là, on va se faire passer pour des vieux. Là. Mais encore, tu vois, la perception, le fait que tu mettes tes lunettes, ça me ramène dans des souvenirs. Ben oui. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'esprit de qu'est-ce qu'on voit, quels sont les souvenirs qui apparaissent. Et le manque de confiance, quand tu parles de peur, c'est justement, il n'y a pas de souvenirs raccrochés. Comme on sait qu'on ne sait pas, ça va rentrer dans le cerveau au niveau du système reptilien. Et le reptilien, c'est la survie. Donc, on fige, on sauve en courant, hein, ou alors on combat. Et c'est là que la peur, elle apparaît. Et puis c'est là qu'on voit la désorganisation chez nos enfants, puis que le parent, il ne comprend pas. Et voyant aussi la désorganisation peut-être du parent, dans l'irritabilité peut-être aussi que le parent ou l'impatience qu'il peut avoir, parce qu'on n'est pas tous 100% dans les bisounours, puis que la vie est belle, le soleil brille. Là. En tant que parent, on a des journées aussi, puis des journées plus difficiles, qui fait en sorte qu'on peut être moins disponible aussi pour l'enfant, qui fait en sorte que l'enfant perçoit cette désorganisation-là et se désorganise à son tour. Je pense que le parent, il doit se rappeler une chose, c'est que lui aussi, il a été dans cet état. Et je pense que les parents, ils ont tendance à oublier qu'eux, ils ont vécu ça. Et si tu permets, je vais juste expliquer quelque chose, parce que là, on est très général, là. Donc, on parle de confiance, mais c'est une généralisation. Le manque de confiance, c'est quoi? Le manque de confiance, c'est une émotion. Et je pense que si on donne cet outil déjà aux parents de se dire que
Le manque de confiance est une émotion. Une émotion est une généralisation. Ça veut dire que l'émotion est une généralisation, l'émotion est un contenant. Manque de confiance, manque d'estime, manque de capacité, tout ça, c'est une émotion. Alors, si on part déjà sur la base, si tu permets, je vais mettre mon tableau blanc. Oui, la base de quoi? Quand on vit une émotion, hein, je vais le noter là, émotion, quand on vit une émotion, ça va créer quoi? Ça va créer un symptôme. Quelle que soit la problématique ou le questionnement qu'on peut avoir, l'émotion crée un symptôme. Ce symptôme, il va renforcer l'émotion. C'est-à-dire que je doute, je sens que je doute. Je doute plus fort. Donc, je doute plus fort. Ouais. Et qu'est-ce qui crée? Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion? Ben, il y a un besoin. Et je pense que, quelle que soit la problématique, si on ressent une émotion, on fait attention à notre symptôme, bien sûr que ça va amplifier l'émotion, mais la question à se poser, c'est de quoi on a besoin pour contrecarrer cette émotion? Et à partir de là, que ça soit un manque de confiance, que ça soit un doute, que ça soit une peur, quelle que soit la problématique, on reste dans l'idée symptôme égale émotion, émotion égale besoin. Et à partir de là, eh ben, on va commencer à comprendre qu'est-ce qu'on ne sait pas et comment on peut changer les choses. Et on ne sait pas, quand on ne sait pas, ben, parce qu'on manque de pratique. Oui, effectivement. Puis l'enfant non plus, parfois, il ne sait même pas lui-même. Donc, tu sais, souvent, l'observation, puis c'est la partie la plus difficile régulièrement d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, d'aller identifier le bon besoin que l'enfant crie par son comportement, par l'émotion qu'il est en train de véhiculer. Puis des fois, juste de faire de la dissociation émotionnelle avec notre enfant. Je donne un exemple super simple. C'est hier, avec ma propre fille qui a 11 ans, me dit, j'ai une boule dans le ventre, je me sens pas bien, je vis du stress. Puis là, je le regarde, je dis, OK, hey, veux-tu, j'en vais essayer quelque chose. Tu vas prendre ton émotion, ta boule, puis tu vas venir la mettre dans ta main. Puis je dis, moi, par quoi on pourrait remplacer cette boule de stress-là que tu me dis, là, par quoi on pourrait la remplacer? Là, elle me regarde, elle fait, je sais ce que tu vas faire, là. Je te connais. Je sais ce que je vais faire, dis-le moi, tu aurais besoin de quoi? Ben, du bonheur. Ah, OK. Fait que là, tu es en train de me dire que tu vas remplacer ta boule de stress par le bonheur. OK, mais maintenant, rappelle-toi, là, la dernière fois que tu as vécu ça, le bonheur, ça ressemblait à quoi? Et là, elle est partie, tu sais, elle m'a sorti la dernière fois où est-ce qu'elle avait ressenti ça, cet état-là. Et petit à petit, la petite boule, elle dit, c'est drôle, maman, elle dit là, plus je te parle de la fois où est-ce que je me sentais vraiment bien et tout ça, puis qu'on allait amplifier un peu, elle dit, ma boule, là, elle dit, elle est toute en train de fondre. Elle dit, c'est comme là, ça pouvait couler dans ma main. Wow! Ça a pris, je pense, 3 minutes, même pas, c'était réglé. C'est sûr que, bon, là, je vous avoue que ce n'est pas la première fois que je le fais avec elle. On est habitué de faire ce petit exercice-là ensemble. Mais ça fait prendre conscience à l'enfant de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur petit corps. C'est là qu'ils sont capables de plus s'intérioriser et de comprendre, OK, de quoi j'aurais besoin. Mais entre 0 et 5 ans, ils ne sont pas là. C'est vraiment à l'adulte, à nous, de leur donner des pistes de solutions puis de passer par leur intérêt aussi pour les amener, les diriger vers une solution qui va être efficace pour eux puis qui vont vraiment leur faire du bien aussi, là. Mais... Alors là, tu parles d'intervention, là, tu es intervenante. Maintenant, moi, je me mets à la place des parents qui t'écoutent. OK, c'est bien, c'est une professionnelle, elle sait de quoi elle parle, mais comment eux, ils doivent agir? Comment eux, ils peuvent agir? Et quel va être le déclencheur où ils vont se dire « Ah ouais, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Alors, je pense que pour donner des outils aux parents, c'est déjà de comprendre la réaction de l'enfant, quelle que soit la réaction, quel que soit son comportement, c'est qu'il y a un désir derrière. Quel que soit le comportement. Qui rit, qui pleure, qui fasse la tête, qui boude, qui crie, c'est qu'il y a un besoin. Alors, c'est clair qu'on est fatigué, c'est clair qu'on est très occupé. Enfin, je dis ça, moi, mes enfants, maintenant, moi… Ils sont grands. Ils sont partis, donc c'est différent, mais j'ai connu aussi cette époque-là. Donc, c'est de se dire, OK, il se passe quelque chose, ce n'est pas normal. Donc, plutôt que de se dire, qu'est-ce qui se passe? Il fait la tête parce qu'il n'est pas content que… Non, il faut en rester là. Il se passe quelque chose, c'est qu'il a un besoin. Oui. Donc, plutôt que d'aller chercher la raison derrière, pourquoi il en est là, c'est
qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là? De quoi il a besoin pour pouvoir passer ce cap? Et ça demande vraiment d'enlever tes lunettes des années 70. Là. Ouais. Parce que ce n'est pas ce qu'on apprenait à l'époque. Hein, on disait plutôt, tu fais ce que je te dis, tu te tais. Mais là, on va créer un vide chez l'enfant parce qu'il a un besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il a un vide dans le cerveau qu'il ne comprend pas. Et ce vide-là, si on ne le remplit pas, lui, il va le remplir. Et quand je dis qu'il va le remplir, eh ben, le cerveau a tendance à observer 30% de plus le négatif que le positif. Donc, c'est ce qui est arrivé à Freud. Hein. D'ailleurs, quand Freud a fait de l'hypnose, il a arrêté de faire l'hypnose. Il a arrêté, lui, en 1932, je crois. Il a voulu reprendre en 1934. Il est mort en 1936, Freud. Et Milton Erickson, lui, est arrivé vraiment sur le terrain dans les années 40, 54. Il était très connu aux États-Unis, mais pas du côté européen. Et à l'époque, il n'y avait même pas le Minitel. Hein. Internet n'existait pas, c'était les pigeons voyageurs, donc c'était compliqué avec le bateau et les avions. Bon. Et Freud avait cette problématique, c'est que quand il enlevait une pathologie, quand il travaillait en hypnose, derrière surgissait une nouvelle pathologie. Donc il s'est dit, ça ne sert à rien d'enlever une problématique pour qu'une autre problématique arrive. Et Milton Erickson a démontré dans les années 50 qu'en plaçant quelque chose à l'intérieur, comme tu l'as fait avec ta fille, hein, c'est quoi qui a du bonheur, ben, on va remplir le cerveau avec quelque chose plutôt que de laisser du vide. Donc, quand un enfant a une réaction, c'est qu'il a un besoin. Si on n'écoute pas ce besoin et qu'on va passer à côté, ça crée un vide. Et un vide, on y revient rarement dessus quand on est jeune, et c'est ce qui crée la problématique après quand on est adulte. Parce qu'on a un vide qui est creusé, il y a un apprentissage qu'on n'a pas fait, et à partir de là, ça devient une incapacité. Donc, les parents, prenez le temps. Il se passe quelque chose, ne cherchez pas la raison, demandez-vous de quoi il a besoin. Déjà, ça va vous aider. Oui, parce qu'on est beaucoup dans action-réaction. Donc, pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi te frapper? Mais souvent, le jeune enfant, c'est action-réaction, c'est de l'impulsivité. Au niveau des lobes frontaux, c'est pas là, c'est pas encore, il n'y a pas cette maturité émotionnelle pour pouvoir dire wow, OK, non, je ne peux pas frapper, c'est pas correct, c'est pas bien ce que je fais. Déjà, le pourquoi, il faudrait l'enlever du vocabulaire. Oui. Il faudrait plutôt dire qu'est-ce qui fait que. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de toi a frappé? Parce que ce n'est pas l'enfant qui a frappé. Hein. Je reviens toujours à ça. C'est vrai que c'est un peu mon approche, mais l'enfant, quand il y réfléchit, il va se dire il ne faut pas que je frappe, ce n'est pas bien. Il va être contre-valeur ce qu'on lui a enseigné. Donc, il va vivre encore un malaise dans l'incapacité de se contrôler. Alors, quand on est incapable de se contrôler, comment voulez-vous avoir confiance? Donc, ce n'est pas l'enfant qui a frappé, c'est une partie de lui, c'est le besoin qui se met à s'exprimer. Donc, déjà, enlever pourquoi. Pourquoi on rentre dans de la psychologie? Alors que nous, dans nos interventions, on est plutôt dans l'approche orientée solution, c'est comment on fait pour en sortir. Oui, c'est ça. Et ça change déjà toute la perception qu'on peut avoir sur l'éducation. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as frappé? Parce que je voulais le jouer. OK? Et qu'est-ce qui fait que tu voulais le jouer? On va aller chercher. Ah, parce que mon frère, il me l'a pris. Donc, on va aller savoir. OK? Et qu'est-ce qui fait qu'il l'a pris? Le but, c'est qu'il comprenne, en fait, son besoin par rapport à vouloir se jouer. Peut-être parce que c'était son tour, peut-être parce qu'il pense qu'il le mérite plus. C'était peut-être aussi parce qu'on fait trop attention à son frère et le fait que lui puisse avoir ce jouet, ça va le récompenser. Donc, il y a derrière ce besoin, l'intérêt, c'est d'aller chercher c'est quoi l'émotion primaire de ce besoin. Alors, si l'enfant est trop petit, on ne va pas creuser trop non plus, quoi. Mais vous, adultes, je pense que vous êtes capable de percevoir qu'est-ce qui a caché derrière tout ça, quoi. Donc, pourquoi on enlève? Je t'aime pas, on enlève. Je t'aime, j'aime pas le comportement qu'il y a eu là maintenant. C'est ça la dissociation que tu expliquais tout à l'heure. Oui. La boule, quand tu as parlé de l'histoire de ta fille, c'est important, en fait, quand on va dire dissociation, c'est-à-dire qu'on va retirer une partie de nous à l'intérieur. Je sens la colère dans la poitrine. On va faire prendre la colère, on va la tenir avec les mains et on va la poser, la colère. La colère, elle est là. OK, si elle est là, la colère, qu'est-ce qu'on a mis à la place? Encore une fois, on va remplir le vide. Et la colère, ça pourrait être une peluche, ça pourrait être une boule, ça pourrait être un ballon en plastique. Et là, on va l'appeler la colère et on va la regarder. Et ça peut être un jeu avec les parents, un jeu de rôle. Tiens, parle-lui à la colère, demande-lui pourquoi elle a fait ça. Ouais. Et c'est là où on est dans la dissociation et ça aide à l'enfant à faire des apprentissages. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux parents. Toi, tu le fais directement avec les enfants. Moi, je l'ai beaucoup fait avec les enfants. Maintenant, je passe mon tour. Je pense que j'ai passé l'âge. Donc, non, je passe mon tour. J'ai du mal
à rentrer dans le monde des enfants, mais c'est important que les parents ils comprennent ça, en fait. D'y aller beaucoup avec la valorisation positive, puis il y a deux choses, en fait. La valorisation positive, oui, permettre à l'enfant de voir ses réussites, puis qu'il a envie à tous les jours. Parce que souvent, je trouve qu'on est beaucoup dans la négation. On a des grandes attentes souvent envers nos enfants. Par exemple, on va leur dire, si tu passes une belle journée, tu vas pouvoir avoir tel truc ce soir. Alors que, nécessairement, l'enfant, il est là aussi pour se tromper et faire des erreurs et c'est normal. C'est dans ses erreurs qu'il en retire des apprentissages aussi. Mais de lui offrir la possibilité de constater qu'à tous les jours, il vit des réussites, qu'il fait des progrès, que ça fonctionne bien ou qu'il y a eu une belle attitude, un beau geste, une belle parole. Puis moi, j'aime bien travailler avec du tangible. Donc, souvent, je vais dire à mes parents, là, trouvez-vous un pot, puis à tous les jours, là, on va venir signifier au moins une à deux choses qu'on a aimées durant la journée. Il y a des enfants que des fois que leurs journées sont beaucoup plus difficiles. Donc, de venir apporter cette touche de positif-là, en oubliant un peu le négatif, ça vient aider. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce matin, tu as vidé le lave-vaisselle. Hey, wow, merci, j'apprécie. Ça m'a beaucoup aidé. Ou j'ai apprécié le moment qu'on a eu tous les deux ensemble quand on a discuté ce matin. Ça m'a fait plaisir. J'ai apprécié. Au lieu de mettre toujours en point d'honneur ou sur le point de mire, le point négatif, ou toutes les choses négatives, les gestes que l'enfant peut faire parce qu'il vit encore une fois un besoin, il y a un besoin non répondu, qui vit une émotion qui cache le fameux besoin, mais au lieu de porter l'accent là-dessus, mettre l'accent plus sur la valorisation positive ou les moments agréables qu'il a pu passer durant la journée. Ça, c'est facile, c'est assez facile de faire ça, en fait. Ben oui. C'est assez facile. Maintenant, ce qui serait important aussi, c'est que les parents ils reconnaissent leurs erreurs. Parce qu'on sait que c'est l'apprentissage, c'est la répétition qui va faire l'apprentissage et l'encodage. Ouais. Donc, si l'enfant il doit réussir du premier coup, ça ne peut pas fonctionner. Au contraire, on pourrait même encourager l'enfant à faire des erreurs. Vas-y, essaye, trompe-toi. Je demande dans mes cours, je demande à tous mes participants, faites un maximum d'erreurs. Plus vous ferez d'erreurs ici, moins vous en ferez à côté. Et non seulement on va lui demander de faire des erreurs, mais on va reconnaître nos propres erreurs. Parce que si le parent ne reconnaît pas ses erreurs, comment voulez-vous que l'enfant il l'accepte? Et quand il fait une erreur, il faut dire oh, ok, qu'est-ce que tu as compris là? C'est parfait, je suis content que tu aies fait cette erreur, parce que tu ne la referas pas. Donc, on va le récompenser pour le remercier de la journée, des actes sociaux, je veux dire, qu'il a fait. Ça, c'est la règle du jeu de la société. Mais ce n'est pas le but de lui donner de l'argent à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. C'est vraiment le féliciter, donc marquer, parce qu'on est dans du visuel là, il va compter le nombre de points qu'il a eu et qu'est-ce qu'il va avoir au bout. Mais ça, c'est l'appât du gain, c'est-à-dire que je ne ferai plus rien gratuitement. Oui, bien moi, ce n'est pas d'offrir un gain à la fin, là. Moi, le gain, c'est ça. C'est de voir le plat rempli de valorisation positive. Ouais. Moi, c'est, par exemple, je vais leur dire, si votre enfant adore les casse-têtes, on va lui donner, par exemple, 1, 2, 3 morceaux de casse-tête par jour et au bout de la semaine, il va pouvoir avoir le privilège, entre autres, de faire ce casse-tête-là avec vous. Parmi tous les autres moments privilégiés qu'il va avoir eu à tous les jours avec vous. Donc, on va venir s'assurer de venir remplir le petit réservoir affectif pour que l'enfant se sente entendu, reconnu dans son entièreté. Mais c'est pas justement, puis ça, je le dis aux parents, moi, je veux pas de gain au bout, je veux pas que vous me donniez de l'argent, je veux pas de récompense, là. On sait très bien que vous allez acheter des babioles au Dollarama. Où est-ce qu'ils vont terminer ces babioles-là? Bien, dans le fond du garde-robe, dans la poubelle, ça ne servira strictement à rien. Et de toute façon, les enfants vont rapidement s'en désintéresser aussi, là. Tu as raison. Moi, j'insistais sur l'autre côté, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Okay. C'est sur la valorisation. Faire ça, c'est la valorisation, ce n'est pas le gain. Ouais. Gardons à l'esprit que toute action qu'on va faire, c'est pour obtenir quelque chose. Ouais. L'empathie gratuite n'existe pas. Ce n'est pas une histoire financière, mais on va avoir de l'empathie par quelqu'un, à un moment donné, on va attendre un sourire ou une reconnaissance. Ça veut dire que ce n'était pas gratuit. Donc, notre seul but, notre seul intérêt, c'est d'être aimé. Être aimé par les autres ou être aimé et s'aimer soi-même. Mais pour pouvoir s'aimer soi-même, beaucoup vont passer par les autres. Oui. Et l'enfant, il ne fonctionne que comme ça.
L'enfant, il sait qu'il est aimé, mais en passant par les autres. Et il y a combien d'adultes aujourd'hui qui s'aiment que dans le regard des autres? Donc souvent, ils pensent ne pas exister, ne pas avoir de valeur parce qu'ils attendent quelque chose de l'autre, un regard, un toucher, un mot, mais ils ne le perçoivent pas. Donc partons encore dans cette idée qu'il faut qu'il y ait une récompense au bout. Ça peut être un gros câlin. Oui, ben, c'est ce que je leur dis, entre autres. Ouais. Donc cette récompense, elle est importante, Oui. mais l'erreur est une importance. Je le dis même à mes clients, tous les soirs quand je me couche, je ferme les yeux et la première question que je me pose, c'est quoi les erreurs que tu as faites aujourd'hui? Si je n'ai pas fait d'erreur, j'ai perdu ma journée. Hein, on est dans une évolution sans cesse, donc l'erreur est indispensable. Un enfant, pour apprendre à marcher, il va tomber entre 1000 et 1500 fois. Oui. Donc, si l'erreur n'est pas acceptable, imaginez, vous tombez 3 fois, vous dites oh, « moi, c'est fini, je ne marche plus. » Ouais, c'est fini, moi, vous faites ce que vous voulez, je ne marcherai plus jamais de ma vie. On a une partie de nous qui va toujours se remettre en cause. Et ça, les parents, ils peuvent leur dire aux enfants aussi. Attends, tu n'y es pas arrivé, c'est la 3e fois que tu le fais. Tu es tombé 1000 fois pour pouvoir apprendre à marcher. T'imagines, tu auras abandonné de marcher ou de parler ou même de manger, hein, quelque chose qu'il n'aimait pas, qu'il aime maintenant. Tu as essayé plusieurs fois, tu aimes. Donc, on va aller chercher des lieux communs pour que l'enfant il puisse saisir exactement ce qu'on est en train de lui dire. Oui. Mais cette erreur est indispensable. Et neurologiquement, l'encodage va se faire par répétition. Hein, c'est-à-dire qu'à force de faire une expérience, un test, eh ben, on va envoyer des capsules de molécules, hein, il y a des émetteurs qui vont envoyer au récepteur. Et puis à partir de là, au bout d'un moment de répétition, ça va se lier, hein, c'est les protéines, et ça va créer un programme dans la tête. Et c'est ce programme dans la tête qui va devenir un automatisme. Marcher, parler, avaler sa salive, toutes ces choses-là. Donc c'est important. Et ça va nous ramener à la confiance. Effectivement. Oui. Puis j'en parle régulièrement. Le simple fait, par exemple, de se mettre en colère après notre enfant, ça nous est tous déjà arrivé et ça va tous encore nous arriver. Non, je sais, toi, c'est... Non. Combien de fois? Mais de leur dire, écoute, je me suis trompée, j'aurais dû prendre le temps de respirer ou d'attendre avant de parler, mais non, ça a sorti tout seul, puis je me suis fâchée. Mais écoute, je m'excuse, je vais faire attention la prochaine fois. Mais l'enfant marche par modélisation, donc il va en retirer de ces apprentissages-là et en plus, bien, il va comprendre que c'est normal de se tromper. Même son parent peut se tromper et que c'est correct. Donc, on va venir normaliser, en fin de compte, les erreurs, puis comprendre que c'est sain et que c'est normal, puis que c'est un processus qu'on n'a pas le choix de passer par là pour en retirer des apprentissages. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis montrer l'exemple, s'excuser. Par contre, il ne faut pas s'excuser toujours sur la même chose et le répéter en tant que parent. Hein, on va crier tous les jours et tous les jours, on va dire excuse-moi. C'est là où la violence, elle devient une normalité, une banalité. Donc, mais leur montrer qu'on est capable de s'excuser, pour ma part, c'est une grande force d'intelligence si on ne répète pas sans arrêt la même erreur. Mais c'est de montrer à l'enfant, on peut dire excuse-moi, je me suis trompé. Et je pense que si dans cette société, on le disait régulièrement, excuse-moi, je me suis trompé, j'ai réfléchi à ce que tu as dit et tu as raison sur certains points, ça m'intéresse. C'est là où on va rentrer vraiment dans une vraie discussion. D'ailleurs, c'est la preuve, hein, ce qui nous arrive en ce moment. Hein, personne ne se trompe et tout le monde reproche que tout le monde se trompe. Donc, on ne sait pas trop où on va. Mais bon. Mais on en revient sur cette confiance. La confiance va s'intégrer quand on sera sûr que ce qu'on fait, c'est bien. Hein, on va voir, moi qui ai travaillé énormément en restauration, j'ai travaillé avec des très, très grands chefs, avec des meilleurs ouvriers de France, avec des champions du monde de pâtisserie, de boulangerie. Et ces gens-là, quand ils venaient travailler avec moi dans mon resto, quand ils arrivaient, c'était des novices. Bien sûr qu'ils connaissaient les techniques, mais quand ils ne connaissaient pas ma cuisine, ils n'avaient pas confiance. Excuse-moi, je n'ai pas confiance, là, ton four, il marche comment? Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, mais ils ne l'ont jamais fait. Et je pense que la confiance va venir quand on va le faire. La première fois, ça va être le plus dur. Et puis, si on prend du recul sur notre expérience de ce qu'on vient de faire, on va changer, modifier petit à petit les choses, se retromper pour pouvoir avancer et évoluer. Si on parle de cuisine, il y a des plats, il faut 2-3 ans pour les mettre en place. 2-3 ans pour mettre un plat parfait en place. Donc, on imagine le nombre d'erreurs qui a été installé. Et quand on en arrive là, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on ne sait pas. Et quand on accepte qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher à faire encore mieux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si l'enfant le comprend, si déjà l'adulte il le comprend,
Hein, vouloir chercher la perfection. C'est quoi la perfection? Ça n'existe pas. La perfection de un n'est pas la perfection de l'autre non plus. Chacun a sa propre perception aussi. Oui, puis notre perfection d'aujourd'hui ne sera pas la même que demain. Nécessairement, on ne sera pas la même personne. Effectivement, on va avoir fait des apprentissages. Donc, je pense qu'il faut aller chercher l'excellence du jour. Et je pense que quand on va chercher l'excellence du jour, c'est déjà une belle chose pour nous parce qu'on se récompense soi-même. Et la récompense est la base de l'être humain. Tous les tests qui sont faits en laboratoire sont faits avec des souris ou avec des rats, mais au bout, il faut qu'il y ait une récompense. Autrement, il n'y a pas lieu de faire le test. Ouais, puis souvent, il y a un petit jeu que je propose à mes familles en lien avec ça pour justement voir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ou qu'est-ce que j'ai eu de bien, puis une chose que j'ai moins aimée ou qui m'a fait de la peine. Donc, les diamants de la parole, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils le connaissent, il est sur ma chaîne YouTube aussi, mais je leur dis, OK, avec vos enfants, à l'heure des repas, prenez le temps d'entrer de un en discussion avec eux. Donc, c'est un beau moment à partager en famille. Puis, je leur dis, OK, c'est vous le parent qui commencez, qui est le meneur de jeu. Puis, je leur dis, prenez 2 choses que vous avez aimées durant votre journée, qui vous a fait plaisir ou qui vous a amené à grandir, contre une chose que vous avez trouvée plus difficile, qui vous a fait de la peine ou que vous avez tout simplement pas aimé ou que vous vous êtes trompé. Puis par la suite, on passe les diamants à l'enfant et l'enfant se pratique aussi. Donc oui, on va rentrer dans plein d'univers, on va développer plein de sphères au niveau du langage, mais attendre son tour, écouter les autres quand ils parlent, puis surtout apprendre à regarder qu'est-ce qui s'est passé durant ma journée, puis d'apporter d'autres discussions aussi. OK, puis comment tu aurais pu faire différemment? Puis toi, est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, ça a une ouverture aussi de poser plein de questions. L'enfant sent qu'on s'intéresse à lui, puis en plus, il peut les verbaliser et vraiment les concrétiser là, dans sa petite tête. Ça, oui, puis il prend confiance en lui parce que c'est oui. ce qu'on appelle faire un cadre marche arrière. En hypnose, on appelle ça une régression. Hein? On va faire une régression de souvenirs de la journée. Et à partir de là, il va nommer ce qui s'est passé comme si ce n'était pas lui qui l'avait fait. Il observe le personnage qu'il était, ce qu'il a fait. Il va se dire waouh, waouh, chapeau ce garçon. Donc, c'est au-delà de la confiance, on rentre dans l'estime de soi. Oui. Et je pense qu'il faut faire cette différence entre confiance et estime de soi. Oui, c'est 2 choses complètement différentes aussi, là. Puis ça permet aussi à l'enfant, parce que je le remarque beaucoup ces temps-ci, ils vont faire beaucoup de généralisation. Donc, il n'y a rien qui a bien été dans ma journée. Mais alors que c'est juste une toute petite chose qui a pris peut-être 5 minutes de leur journée, mais pour eux, toute la journée est gâchée. En faisant ce simple petit jeu-là, ça permet à l'enfant de comprendre que, hey, c'est vrai, hein? C'était pas toute ma journée qui n'a pas été agréable ou que j'ai pas réussi. Non, non. Il y a une petite partie qui a eu cet événement-là, mais en même temps, ça lui permet de le regarder, cet événement-là, puis de comprendre que, ah, OK, ben peut-être que ça s'est passé différemment. Il va avoir changé ses lunettes, puis il va voir la situation différemment. Il va même la vivre, il va la jouer, la rejouer différemment. C'est clair. Il va rajouter, il va remplir les vides de ce qu'il ne se souvient pas. Hein, je vous rappelle, il y a des vides, hein, on est sur un ancrage. Et à partir de là, ben, il va s'enrichir et il va aller chercher l'estime de soi. Si tu permets, je vois il y a 453 personnes qui sont connectées. Si vous pouvez faire un petit coucou, si vous avez une question à poser ou un petit like, c'est pour notre ego à nous, pour savoir qu'on ne parle pas dans le vide. N'hésitez pas, on répondra à vos questions. Tu dois changer tes lunettes, Emmanuel. Salut David. C'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Je vais en prendre des roses avec des fleurs, avec des marguerites. Donc, n'hésitez pas à marquer votre passage, un petit like, une petite question et on vous répondra avec plaisir. Certainement. Et puis, nous, ça nous fait plaisir parce que c'est notre récompense. Ben oui, savoir. On sent qu'on n'est pas tout seul. Ouais, maintenant, on est 543 maintenant. Je n'ai pas mes lunettes, donc je dis bien le chiffre que je veux à l'écran. Moi, je suis à 842. Eh bien, ça augmente. Plus 7. Plus 7, donc ça nous donne une idée. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur cette idée que tu fais avec les enfants, d'aller nommer 2 choses. Ouais. Eh bien, moi, je fais la même chose avec les adultes. Ça veut dire que, encore une fois, il y a des gens qui vont avoir tendance à vivre dans le passé, parce que c'est pareil pour les enfants. On vit dans le passé, c'est-à-dire qu'on va vivre sur un comportement ou une action qu'on a faite qui va créer une émotion.
Donc, si je n'ai pas eu confiance là, je vais rester dans ce manque de confiance. Et ce manque de confiance, il va me poursuivre et puis après se transférer dans d'autres événements parce que notre cerveau fonctionne de cette manière-là. Je n'ai pas confiance là. Donc, cause à effet, si je n'ai pas confiance là, je n'aurai pas confiance là. Voilà. Donc, on va entraîner le cerveau à aller chercher la lumière dans cette noirceur. Ouais. Et je propose souvent ça à mes clients. Ça veut dire que toute la journée, quelle que soit l'action qu'ils vont faire, au moindre petit plaisir, ils vont mesurer cette action sur une échelle de 0 à 10. On se lève le matin, est-ce que j'ai bien dormi? Allez, je suis à 4. 10, c'est parfait. 0, très mal. Là, je suis à 4. OK, 4. Je vais prendre ma douche. Donc, qu'est-ce que je ressens sous la douche? Ah, ça me fait du bien. 6. Puis mon café. Et puis les gens que je rencontrais. Et à chaque fois, je vais mesurer. Et le soir, quand on rentre à la maison, on va imaginer que sur un grand mur, on a une petite bibliothèque de verre avec 365 cases. Là, on a tous les jours de l'année. Et puis, on va décider, c'est quel événement, quel sentiment que j'ai eu dans la journée, quel moment que je vais pouvoir mettre dans cette case. Donc, ça va être le symbole de la journée. Et en faisant comme ça, c'est très symbolique de se dire, mon meilleur moment, ça a été ça. Mais le fait de dire mon meilleur moment, déjà, le reste, on n'en parle plus. On a effacé dans la mémoire les autres. Et puis, ça oblige le cerveau aussi à aller chercher sans arrêt le meilleur de ce qu'on vit. Le positif, effectivement. Ouais, donc, c'est vraiment encore une mécanique cérébrale à mettre en place. Et à force de le faire, le cerveau, ça devient une habitude, ça devient intrinsèque, on ne le calcule plus. Puis je le fais avec mes parents, je leur dis parce que nécessairement, tu sais, des fois, quand c'est difficile avec certains comportements chez nos enfants, puis que c'est récurrent, que ça revient à tous les jours, bien, nécessairement, les parents souvent sont découragés, sont à bout de souffle, sont fatigués. Puis je leur dis, OK, là, vous allez focusser votre attention aujourd'hui sur une chose qui va bien se passer et c'est là-dessus que vous allez focaliser votre attention. Par exemple, je me rappelle d'une maman, entre autres, qui m'avait dit, écoute, Laetitia, aujourd'hui, là, il n'y a absolument rien qui a bien été. J'ai dit, OK, mais quand votre coco il s'est levé ce matin, il était toujours bien beau, il avait sûrement des beaux yeux. Ouais, elle dit, il y avait juste ça. Ben, on va focaliser notre attention là-dessus, sur ses beaux yeux et son beau sourire. Ah, dit, ouais, OK. On a vu tout de suite que dans son ouais, OK, les épaules ont descendu, puis ça a comme donné un nouveau souffle. Faire, ah, ben oui, hein, ça reste quand même mon bébé, mon précieux, mon trésor. Ah, OK, ben oui, c'est vrai. Ça reste mon enfant, ça reste une personne que j'aime beaucoup, malgré que là, je focus beaucoup sur les mauvais comportements, mais au moins, là, ça nous aide à reprendre notre souffle. Faire, OK, on va focuser sur ce qui va bien ou sur une chose au moins qui a bien été durant la journée. Fait que ça nous aide à enlever tous les autres comportements qui peuvent être négatifs puis récurrents aussi. Là. On le retrouve, on va le retrouver chez les adultes et chez les enfants. Et moi, je vais vous proposer une petite technique que je fais régulièrement. Ça veut dire que quand quelqu'un ne va pas bien, il s'enfonce dans son pas bien. Ouais. Et ça, l'adulte, il est très, très fort là-dessus. Alors moi, avec mes clients, quand je les vois une fois, 2 fois, à la deuxième fois, je sais que la personne a tendance à regarder plus le négatif que le positif. Je lui dis simplement, qu'est-ce qui n'a pas changé dans le changement? Alors, c'est très confusionnel, on est vraiment dans des techniques d'hypnose, mais donc déjà, il y a un choc. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je ne comprends pas sa phrase. Donc, au niveau de la syntaxe, il faut qu'il le remette dans sa tête. Donc, on a un état de transe qui s'installe. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas changé dans le changement? Ça veut dire que pour savoir ce qui n'a pas changé, il faut commencer par faire la liste de ce qui a changé. Et quand la personne a fait la liste de ce qui a changé, elle ne peut plus dire qu'il n'y a rien qui a changé. Ouais. J'ai eu un monsieur comme ça. Pas de bol, lui, pas de bol. En 3 semaines, ça faisait un moment que ça couvait au travail. On lui dit qu'on va le licencier, il ne s'entend avec plus personne. Sa femme lui dit qu'elle va le quitter. Il n'a jamais de temps pour ses enfants. Enfin, il n'y a rien qui va quand il vient me voir. Et 15 jours après, il vient me voir, la même tête, complètement défaite. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qui n'a pas changé dans le changement? Il me dit, il n'y a rien qui a changé. Bon, avec mon patron, là, ça va bien. Là, on s'est mis d'accord, je garde mon poste. Je me suis ouvert à mes clients. Avec ma femme, on sort de plus en plus souvent, ça lui fait plaisir. Ça a changé toute la dynamique avec la maison. Je prends le temps de jouer avec les enfants. Non, mais à part ça, il n'y a rien qui a changé. Alors, je lui dis juste, écoutez ce que vous venez de dire. Oui. Ou alors, continuez. Surtout, ne changez plus rien. Quoi. Donc, ça oblige à rendre cognitif, réfléchi et de prendre conscience, en fait. Donc, quand on va demander à un enfant qui est toujours dans la négativité, peut-être lui proposer ça. Qu'est-ce qui n'a pas changé aujourd'hui dans le changement? Moi, j'aime bien la phrase que
tu nous utilisais souvent dans les cours en hypnologie, c'était « Comment ça va bien aujourd'hui? » Comment ça va bien? On oriente la perception. Oui. Ma fille, là, maintenant, elle dit « Ah, arrête de parler de travers, là! » Je dis « Ouais, mais comment ça va bien aujourd'hui? » « Mais ça va bien! » « Ah bon, c'est une bonne nouvelle, ça! » Ouais, ouais. C'est ça, on va orienter la réponse. Oui. Bien, Hein? ça nous aide à aller chercher le positif de la journée aussi. Au lieu de dire « Puis, comment ça va? » Ben, plusieurs vont dire « Ça va bien » par respect, mais en sachant que le non-verbal va dire d'autres choses. Mais quand on dit « Comment ça va bien aujourd'hui? » effectivement, on vient orienter la réponse. On a Annie-Laurie Leclerc qui nous marque « C'est très intéressant de vous écouter ici, mère de 4 ados. C'est un apprentissage au quotidien. » Oui, effectivement, tous les jours. Et ne pas oublier qu'on n'est pas infaillible en tant que parents et adultes. Il n'y a pas de mode d'emploi. Un enfant est différent d'un autre. On a le droit de se tromper. L'important est d'apprendre de nos erreurs, comme on a dit tantôt, hein, et l'important d'apprendre de nos erreurs, petites et grandes, et tant que l'amour est là, le reste viendra. Il y en a une autre. Comment tu vas bien aujourd'hui? Celle-là, je l'adore. Je l'utilise sans fin. Salut Geneviève. Plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, c'est clair, c'est encore de l'orientation. C'est encore de l'orientation. Merci d'écrire. Ça fait plaisir. Geneviève, merci pour ta fidélité aussi. Tu es souvent là. Et puis, c'est toujours sympa. Enfin, je ne sais pas. Je pense que Laetitia, elle est comme moi. Ça fait plaisir de vous voir là. Comme ça, on a l'impression de ne pas être tout seul. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Annie-Laure. Annie-Laurie, pardon. Annie-Laurie. Bah, c'est original déjà comme prénom, Annie-Laurie. J'aime bien. Donc, déjà, elle attire l'attention. Annie-Laurie. C'est vrai ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui ressemble à un autre. Il faut partir dans cette idée-là. Donc, oui, chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique et à chaque fois que, par exemple, Annie-Laurie dit qu'elle a 4 enfants, 4 ados. Bon courage. Chapeau. 4 ados. Allez voir Laetitia ou il y en a d'autres. Il y a Amélie aussi. Moi, j'envoie les adolescents souvent à Amélie. Oui, les ados m'ont dit je vais jusqu'à 14, là, mais encore là, 0,12, c'est très bien pour moi. Et là, c'est important ce qu'elle dit, Annie-Laurie. Ça veut dire que chaque enfant est unique. Ça veut dire qu'à chaque fois, la mère, face à ses 4 enfants, ce n'est pas la même. Eh oui. Elle rentre dans un rôle différent, toujours de mère, mais elle change son rôle de mère avec 4 enfants. Et ça, il faut vraiment que les parents ils le comprennent. On ne peut pas être identique avec chaque enfant. Comme il fonctionne de manière différente, c'est à nous de nous adapter à lui. Ce n'est pas à lui de s'adapter à nous. Hein, lui, il a besoin d'apprendre et il va modéliser ce que nous sommes. Un enfant, quand il apprend à parler, un bébé, regardez ceux qui ont des bébés, là, quand ils commencent à parler, ils ne vous regardent pas dans les yeux quand ils… Non, ils regardent vos lèvres. Ils regardent vos lèvres bouger parce qu'ils vont modéliser les lèvres. Donc, c'est très important de comprendre que tout ce que vous allez faire, il va vous le modéliser, il va faire pareil. Et on le retrouve après, plus tard, il est comme son père, lui, hein, ou il est comme sa mère. C'est une modélisation qui s'est installée. Donc, chaque parent doit être différent avec chaque enfant. Ça ne veut pas dire qu'il doit lui donner plus de priorité. C'est la façon où il va communiquer qui doit être différente. Et puis, je voudrais rassurer un peu les parents aussi qui sont soit en attente d'un enfant, soit qu'ils hésitent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne plus être libres, ils ont peur de ne plus pouvoir être. Il faut bien qu'ils comprennent aussi, les parents, qu'il n'y a pas de moment pour avoir un enfant. Hein, il y en a qui disent quand j'aurai réussi ma carrière, quand je gagnerai assez d'argent, quand j'aurai la maison, quand j'aurai le chien, attends d'avoir ta canne aussi pour avoir ton enfant, ça va beaucoup t'aider. Il n'y a pas de moment pour avoir un enfant. Un enfant, quand il arrive, il est là. Et puis, je ne parle pas des gens qui, je ne veux pas généraliser, mais je ne veux pas parler des gens qui sont au plus fond, au bas fond, problèmes monétaires ou social ou de maladie, mais des personnes qui sont dans un état normal, si le mot normal peut exister, c'est-à-dire qu'ils s'en sortent, ils ont de quoi manger, ça va. On s'adapte toujours à d'avoir un enfant. Ce n'est pas une question d'argent d'avoir un enfant. Ça ne nous empêche pas de vivre et d'être libre d'avoir un enfant, sauf que l'enfant va juste le greffer à nos comportements et lui, il va s'adapter à nos comportements. Donc, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais être un bon père ou une bonne mère? Il n'y a pas de mode d'emploi comme c'est écrit là pour avoir un enfant. Pas du tout. Puis en fait, il faut se faire confiance, écouter sa petite voix intérieure de parent. La fameuse confiance intérieure de dire, OK, est-ce que je pose les bonnes actions?
Est-ce que je suis à l'aise de poser cette action-là ou c'est parce que j'ai écouté mon entourage, que je suis allée lire 1001 trucs sur peu importe les réseaux sociaux, vous l'avez pris, vous, comment vous vous sentez à l'intérieur de ça? J'ai beaucoup de petites familles pour le dodo, hein, beaucoup, beaucoup, puis des jeunes couples, des jeunes parents qui disent ouais, mais là, il y en a qui me disent de faire le 5, 10, 15, il y en a d'autres, il faut qu'ils pleurent, il faudrait qu'à 6 mois, ils dorment. Wow, on met sur pause. Vous, comment vous vous sentez à l'intérieur de ça? Vous avez besoin de le prendre, votre bébé il a besoin de vous et votre bébé ou votre enfant a besoin de sentir que vous êtes en parfaite confiance dans ce que vous allez mettre en place. Il a besoin de sentir que vous êtes solide et confiant. Et c'est là que l'enfant le ressent et qu'il se laisse guider et qu'il collabore avec nous parce qu'il dit « Wow, OK, mon parent il est assez solide, là. Je peux m'appuyer dessus en toute confiance. Il ne flanchera pas. Là. Il va me guider puis il va m'amener à bon port. » Mais du moment qu'on a un doute, ce qui peut être tout à fait normal, là, mais du moment qu'on a un doute, qu'on n'est pas certain de l'action qu'on va mettre en place, les neurones miroirs embarquent, l'enfant le ressent. C'est sûr qu'on transmet cette émotion-là chez notre enfant. Là. C'est une certitude. On parle d'effet placebo dans nos actions, mais il y a l'effet nocebo aussi. Hein. Nocebo? Ah, je ne connais pas ce terme-là. L'effet nocebo, c'est les effets indésirables. Quand on prend un médicament, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir de la somnolence, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir ce que tu veux. Ça, c'est le nocebo. Le nocebo, OK. Okay. Donc, dans nos actions, en fait, on a une action, si elle a un charisme, si elle a l'enveloppe et elle emporte l'enfant, ça va être du placebo. Ça va lui donner l'énergie, il va avoir envie de suivre. Mais si on doute en le faisant, on va emmener un effet nocebo aussi. On va lui amener le doute. Donc, ça va être assez limitant. Donc, à un moment donné, vous savez, même si vous doutez, il n'y a que vous qui savez que vous doutez. Mais vous savez que vous avez le droit de douter, de faire une erreur. Et vous savez que si vous prenez le temps, vous allez arriver à le faire. Donc, c'est dans cette idée-là. On peut très bien dire à l'enfant, écoute, je ne l'ai jamais fait, on va le faire ensemble. Oui, ben oui. Et puis, on se trompe, et puis on s'est trompé, là, on sait qu'on ne doit plus faire comme ça. On va lui apprendre. Et c'est important. Donc, placebo, tout comportement est un placebo, puis après, ça va être ce nocebo derrière. Si tu te permets, là, il y a Dani. C'est ce que j'allais dire. Salut Dani. Elle parle des adolescents, la difficulté des adolescents. C'est vrai que ce n'est pas évident. L'adolescence, c'est un moment qui est très particulier. Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais été adolescent, moi. Moi, je suis passé de 10 ans à 34 ans. Rappelez-vous, l'adolescent, il n'est plus un enfant, considéré comme un enfant, mais il n'est encore pas un adulte. Ben oui. Il est dans une situation qui est hyper délicate et il ne sait pas où il se situe. Alors, si je fais un lien avec, qui pourrait être une analogie, on a un enfant immigré qui arrive ici à 10-12 ans. Alors, lui, il n'a pas de problème, il n'a pas de jugement, il va s'adapter, mais on va lui faire remarquer qu'il n'est pas de là, mais il n'est plus de là-bas. Donc, à un moment donné, il est perdu, il ne sait plus comment se comporter. L'adolescent va ressentir un peu la même chose. Il n'a plus le droit d'agir comme un enfant, mais il n'est encore pas équipé là-dedans pour agir comme un adulte. De plus, les garçons, ils ont les pieds qui grandissent, le nez qui grandissent, les oreilles qui grandissent quand ils deviennent ados. Ils ont des mains très longues. Et vous savez, Marco, ils ne se reconnaissent plus. Là. Ils rient bêtement parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils sont obligés de réapprendre, comme les filles d'ailleurs, réapprendre à apprivoiser leur corps. Ils ne se reconnaissent plus. Donc, c'est un déséquilibre qui est hyper compliqué pour les adolescents. En plus du déséquilibre hormonal aussi, c'est complètement fou, là. Ils cherchent. Excuse-moi. En fait, les parents, il faut qu'ils l'expliquent aux enfants aussi, qu'il y a un déséquilibre hormonal. Non seulement il y a un déséquilibre hormonal, il y a un déséquilibre au niveau de la société. Ouais. Eux, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont en train de se construire. C'est ça. Ils vont aller chercher une tribu. Et c'est souvent là la tribu va être importante. Je ne sais plus, il faut que je me réfugie, mon copain, il prend de la drogue, et lui, il se sent bien. Je vais me sentir bien comme mon copain. Il va le modéliser. On va retrouver la mode des skinheads, les gens tout en black. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'il retrouve sa tribu. Donc, ce n'est pas évident. Et si on explique un petit peu à l'adolescent ce qui est en train de se passer chez lui, comment ça se passe, que c'est une normalité, qu'on est passé par là, qu'on a pu en souffrir, mais qu'on a trouvé une porte de sortie, qu'il a fallu un petit peu de temps, ça facilite parce que ça devient normal, alors qu'ils ont l'impression de ne pas être normal. Puis, présentement, en cette période, rien pour aider non plus nos ados, là. Ouais. Ils sont coupés de tout, justement de leur tribu, de tout, là. Leur sport, peu importe ce qu'ils faisaient à l'extérieur, ils sont coupés de tout. C'est vraiment le bon moment, je pense, pour
resserrer les liens, puis peut-être leur parler un peu de votre adolescence. Vous, comment vous l'avez vécu, puis de certaines erreurs que vous avez faites, tout dépendamment de l'âge, là, bien sûr. Certaines erreurs que vous avez faites, puis comment vous en êtes sortis, ou ça a été quoi votre solution pour vous sortir du pétrin ou complètement changer de façon de faire, voyant que ça n'a pas été bénéfique pour vous. Je pense que c'est une belle période aussi pour le faire avec nos ados, de prendre le temps d'aller recréer ce lien-là puis de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur là, pour les aider. On est dans une problématique de valeurs. Hein, c'est les valeurs. Ouais. Nous sommes en fait un regroupement de valeurs qui nous fait fonctionner. C'est-à-dire que c'est nos valeurs qui nous font avancer. Si on est dans nos valeurs, on va le faire facilement. On va trouver des arguments pour le faire aussi si on est dans nos valeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les valeurs sont construites par les croyances. Et les croyances sont souvent héréditaires. Donc, comme vous mettez vos croyances ou vos obligations que vous vivez, vous, à vos enfants, les enfants vont vivre dans des croyances qui, pour eux, vont être une évidence. Et ces croyances vont faire les valeurs qu'ils sont. Et à partir de là, c'est là que les problématiques s'installent. Et quand l'enfant prend conscience que cette croyance appartient à leurs parents, hein, moi c'est souvent ce que je fais avec les adultes, à partir de là, ils se détachent. Parce qu'ils ont une partie qu'ils veulent, et puis ils ont une partie qu'ils ne veulent pas. Et là, on a une dualité. Et bien l'enfant, c'est ce qui lui arrive. L'adolescent aussi. Oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, il faut leur montrer aussi leur force, leur démontrer, leur faire prendre conscience de leur force, de leur intérêt pour faire différemment aussi, puis que différemment, c'est bien. C'est pas parce que je te dis, moi, c'est pas parce que moi, je vais le faire comme ça que toi, tu es obligé de répéter exactement la même chose que moi. Mais peut-être que ton chemin va être différent du mien, mais ça va être tout aussi bien. Tu sais, je vais le voir surtout dans les responsabilités qu'on va offrir à nos enfants. Dans beaucoup de familles, je vais entendre, non, là, il ne touchera pas au lave-vaisselle, là, ça ne sera pas fait comme moi. Là. OK? Ça va être différent, mais c'est bien aussi. Je l'avais-vous essayé? Non, non. Puis là, ça ira pas assez vite, je vais manquer de temps, je vais stresser, on va s'engueuler, ça ne marchera pas. Alors que si on prend le temps de décortiquer, par exemple, une simple responsabilité, puis là, j'en reviens peut-être plus petit que nos ados, mais dans le 4, 5, 6 ans, là, montrer par exemple à faire leur lunch. Combien encore de familles, leurs cocos à 10, 12 ans ne font pas encore leur lunch, là, alors qu'à 5, 6 ans, c'est très facile de leur montrer, là. Mettre par étape, quitte à mettre en image pour décortiquer la responsabilité, puis leur montrer étape par étape comment faire. Leur donner ce fameux soutien dont ils ont besoin pour prendre leur confiance et par la suite le détacher graduellement, puis peut-être qu'ils vont même trouver une nouvelle façon de faire qui va être tout aussi efficace, augmenter encore plus leur confiance et leur estime en eux-mêmes et ils vont pouvoir par la suite, le simple fait d'avoir appris à faire par exemple leur lunch, ils vont se lancer dans une autre tâche qui, à la base, il y avait peur, puis que, oups, ben oui, hey, j'ai été capable, puis là, on va pouvoir faire des liens. Le retour en arrière, ben, tu te rappelles, hein? Au départ, tu ne savais pas faire ta boîte à lunch tout seul, puis regarde aujourd'hui. Tu le fais encore mieux que moi, c'était de trouver une nouvelle façon. Et ça nous permet d'apporter une seconde et une troisième, et ainsi de suite, pour le faire évoluer jusqu'à l'âge adulte. C'est ça, c'est faire des liens, c'est leur donner la chance, et ce n'est pas les handicaper. Je ne sais pas si c'est en Angleterre ou en Finlande, enfin, c'est en Europe plus du Nord, il y a une école où, dans les cours qu'ils ont, par exemple, en mathématiques, ils ont un exercice à faire, ils le font par 3, par 4, par 5, et ils doivent trouver une solution par personne. C'est-à-dire, s'ils font par 3, il faut qu'ils trouvent 3 solutions de trouver le résultat, de démontrer le résultat. Donc, je trouve ça absolument extraordinaire, même s'ils font un cours en français et une explication de texte, il faut qu'ils trouvent 3 explications différentes pour pouvoir exprimer ce texte. Ça démontre bien qu'il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule façon de le faire. Non, effectivement. Et ça ouvre les possibilités. Ça ouvre. Et ça, on le perd très souvent, on peut le remarquer, c'est que les parents ont peur que leurs enfants s'ennuient. Alors, il y a le cours de piano, il y a le cours de danse, et puis il y a le badminton, et puis il y a le machin. Puis ils n'ont jamais un moment à eux où ils peuvent s'ennuyer. Et l'ennui fait partie du développement. Ça développe l'imagination. Oui, puis c'est nécessaire aussi. C'est une nécessité que les enfants s'ennuient. Moi, je dis souvent à mes parents, vous n'êtes pas des géos, là, comme dans le Sud. Là. Vous n'avez pas besoin de toujours les animer.
c'est vrai que c'est fatigant de toujours les animer. Ouais. Ils peuvent le faire aussi. Puis écoute le silence. Qu'est-ce que tu entends dans le silence? Ah, maman, c'est silencieux. Non, non, écoute. Chut, écoute le silence. Prends juste 3 minutes pour écouter le silence. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. Aujourd'hui, ils savent écouter le silence. Ah ouais, dans le silence, il y a des bruits. C'est quelque chose. OK. Comme le vide. Même dans le vide, il y a quelque chose aussi. Donc, on va aller vraiment solliciter l'imaginaire, puis plus on va intégrer, on va impliquer nos enfants dans le quotidien, mieux ça va être aussi pour leur réalisation, puis développer leur fameuse confiance et estime en eux. Ouais, c'est important. Moi, je dis souvent, les gens, quand je leur dis qu'est-ce qu'il y a là, ils me disent il n'y a rien. Ben, je dis s'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Que rien qu'au moins existe, ça veut dire que rien, c'est déjà quelque chose. Ouais. Et c'est là où on va faire réfléchir aussi énormément. Ah, c'est un vaste débat. Hein, c'est un vaste débat. Oui. En fait, si on résume, la confiance, c'est un apprentissage. Et je pense que les parents ont un gros rôle de modélisation à donner. Et si le parent s'accepte et accepte ses erreurs, il va pouvoir donner confiance à son enfant dans le fait qu'il n'est pas parfait, qu'on n'est pas parfait. Et puis que la perfection, c'est horrible. Il n'y a rien de plus excusez-moi, mais ennuyant que quelqu'un qui est parfait. Hein, on n'a rien à lui apprendre, on n'a rien à lui dire, on n'a rien à comprendre. C'est-à-dire que nous, on ne se récompense pas soi-même en étant différent. Donc, si vous voulez récompenser vos enfants, acceptez que vous n'êtes pas parfait et que c'est que la répétition de l'apprentissage, apprentissage, qui va faire l'évolution de l'expert. Oui, puis comme tu le dis si bien, hein, pratique. Quoi qu'on fasse. Hein. Dans tout. Puis surtout, c'est de ne pas avoir peur de poser la question à leur enfant, les amener à réfléchir. OK, toi, tu vois ça comment? Puis toi, tu préfères comment pour y arriver? OK, tu n'es pas fier de ton résultat? OK, tu vas faire quoi la prochaine fois? Pour toi, ce serait quoi un résultat acceptable? Et c'est là que la machine se met en branle, puis que nos enfants trouvent des fameuses solutions et qui s'enlèvent un peu cette pression que parfois ils se mettent par eux-mêmes. Donc ça va faire toute une belle façon de faire avec nos cocos. Donc, merci beaucoup pour cet échange, Emmanuel. On a passé 1 heure. Qu'est-ce que tu parles? C'est incroyable. On est des vraies blettes. Ouais. Ben, n'hésitez pas à nous laisser encore vos commentaires, hein, que ce soit sur ma page Les Rescousses ou sur les pages aussi d'Emmanuel. Je vais remettre cette vidéo, moi, sur ma chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir la réécouter si vous n'avez pas eu la chance d'être là aujourd'hui en live avec nous. N'hésitez pas à nous laisser encore vos commentaires, on est là. N'hésitez pas à aller voir aussi sur ton lien, Emmanuel, hein, parce que tu offres plusieurs formations tellement enrichissantes et pertinentes pour nous adultes. Donc, moi-même, là, c'est un des plus beaux cadeaux. Je me suis fait mon cours pour devenir hypnologue. On apprend tellement sur soi. Merci. Donc, merci à toi. Merci pour ta confiance. Et puis, écoute, à refaire avec grand plaisir. Merci pour ce que tu es, ce que tu apportes aux familles, parce que je pense que c'est très important. Et on a besoin de personnes pour nous aider. Merci à vous qui avez regardé. N'hésitez pas. Hein. Marquez votre passage. Franchement, ça nous fait plaisir. Merci à vous deux. Annie-Laure Leclerc, avec grand plaisir. Merci. Petite accalmie dans cet après-midi neigeuse. Moi, j'avais lu dans cet après-midi religieuse. OK, donc vous voyez, je n'ai pas mes lunettes. La télé, elle est loin. Mais... Et puis, comme dit Geneviève, moi, je vous le dirai, comme je le dis souvent, merci Geneviève. Faites confiance à la partie qui sait. Ah, totalement. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Puis, on va vous revenir sans aucun doute avec d'autres thèmes, un autre débat avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci. Bonne journée à toi, Emmanuel. Merci à toi aussi et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.